L'argent de Émile Zola, partie 2 du livre audio, suite du chapitre 1. De nouveau dans la rue, Saccard retourna machinalement vers la place de la Bourse. Il était tout frissonnant, il ne regarda même pas la petite Madame Conin, dont la jolie figure blonde souriait à la porte de la papeterie. Sur la place, l'agitation avait grandi. La clameur du jeu venait battre les trottoirs grouillants de monde, avec la violence débridée d'une marée haute. C'était le coup de gueule de 3h moins un quart, la bataille des derniers cours, l'enragement à savoir qui s'en irait les mains pleines. Et, debout à l'angle de la rue de la Bourse, en face du péristyle, il croyait reconnaître, dans la bousculade confuse, sous les colonnes, le baissier Moser et le haussier Pillerault, tous les deux aux prises. Tandis qu'il s'imaginait entendre, sortie du fond de la grande salle, la voix aiguë de l'agent de change Mazot, que couvraient par moments les éclats de Nathanson, assis sous l'horloge, à la coulisse. Mais une voiture qui rasait le ruisseau faillit l'éclabousser. Macias sauta avant même que le cocher eût arrêté, monta les marches d'un bond, apportant hors d'haleine le dernier ordre d'un client. Et lui, toujours immobile et debout, les yeux sur la mêlée, là-haut, remâchait sa vie, hanté par le souvenir de ses débuts, que la question de Bush venait de réveiller. Il se rappelait la rue de la Harpe, puis la rue Saint-Jacques, où il avait traîné ses bottes éculées d'aventurier conquérant, débarqué à Paris pour le soumettre. Et une fureur le reprenait à l'idée qu'il ne l'avait pas soumis encore, qu'il était de nouveau sur le pavé, guettant la fortune, inassouvi, torturé d'une faim de jouissance telle que jamais il n'en avait souffert davantage. Ce fou de Sigismond le disait avec raison. Le travail ne peut faire vivre, les misérables et les imbéciles travaillent seuls pour engraisser les autres. Il n'y avait que le jeu qui, du soir au lendemain, donne d'un coup le bien-être, le luxe, la vie large, la vie tout entière. Si ce vieux monde social devait crouler un jour, est-ce qu'un homme comme lui n'allait pas encore trouver le temps et la place de combler ses désirs avant l'effondrement ? Mais un passant le coudoya, qui ne se retourna même pas pour s'excuser. Il reconnut Gundermann, faisant sa petite promenade de santé. Il le regarda entrer chez un confiseur, d'où ce roi de l'or rapportait parfois une boîte de bonbons d'1 franc à ses petites filles. Et ce coup de coude, à cette minute, dans la fièvre dont l'accès montait en lui, depuis qu'il tournait ainsi autour de la Bourse, fut comme le cinglement, la poussée dernière qui le décida. Il avait achevé d'enserrer la place. Il donnerait l'assaut. C'était le serment d'une lutte sans merci. Il ne quitterait pas la France. Il braverait son frère. Il jouerait la partie suprême, une bataille de terrible audace qui lui mettrait Paris sous les talons ou qui le jetterait au ruisseau, les reins cassés. Jusqu'à la fermeture, Saccard s'entêta, debout à son poste d'observation et de menace. Il regarda le péristyle se vider, les marches se couvrir de la lente débandade de tout ce monde échauffé et las. Autour de lui, l'encombrement du pavé et des trottoirs continuait, un flot ininterrompu de gens, l'éternelle foule à exploiter, les actionnaires de demain qui ne pouvaient passer devant cette grande loterie de la spéculation sans tourner la tête, dans le désir et la crainte de ce qui se faisait là, ce mystère des opérations financières, d'autant plus attirant pour les cervelles françaises que très peu d'entre elles le pénètrent. Chapitre 2. Après sa dernière et désastreuse affaire de terrain, lorsque Saccard dut quitter son palais du parc Monceau, qu'il abandonnait à ses créanciers, pour éviter une catastrophe plus grande, son idée fut d'abord de se réfugier chez son fils Maxime. Celui-ci, depuis la mort de sa femme, qui dormait dans un petit cimetière de la Lombardie, occupait seul un hôtel de l'avenue de l'Impératrice, où il avait organisé sa vie avec un sage et féroce égoïsme. Il y mangeait la fortune de la morte, sans une faute, en garçon de faible santé que le vice avait précocement mûri. Et, d'une voix nette, il refusa à son père de le prendre chez lui, pour continuer à vivre tous deux en bon accord, expliquait-il, de son air souriant et avisé. Dès lors,
Saccard songea à une autre retraite. Il allait louer une petite maison à Passy, un asile bourgeois de commerçants retirés, lorsqu'il se souvint que le rez-de-chaussée et le premier étage de l'hôtel d'Orviedo, rue Saint-Lazare, n'étaient toujours pas occupés, portes et fenêtres closes. La princesse d'Orviedo, installée dans 3 chambres du second depuis la mort de son mari, n'avait pas même fait mettre d'écriteaux à la porte cochère que les herbes envahissaient. Une porte basse, à l'autre bout de la façade, menait au 2e étage par un escalier de service. Et, souvent, en rapport d'affaires avec la princesse, dans les visites qu'il lui rendait, il s'était étonné de la négligence qu'elle apportait à tirer un parti convenable de son immeuble. Mais elle hochait la tête, elle avait sur les choses de l'argent des idées à elle. Pourtant, lorsqu'il se présenta pour louer en son nom, elle consentit tout de suite. Elle lui céda, moyennant un loyer dérisoire de 10 000 francs, ce rez-de-chaussée et ce premier étage somptueux, d'installation princière, qui en valait certainement le double. On se souvenait du faste affiché par le prince d'Orviedo. C'était dans le coup de fièvre de son immense fortune financière, lorsqu'il était venu d'Espagne, débarquant à Paris au milieu d'une pluie de millions, qu'il avait acheté et fait réparer cet hôtel, en attendant le palais de marbre et d'or dont il rêvait d'étonner le monde. La construction datait du siècle dernier, une de ces maisons de plaisance, bâties au milieu de vastes jardins par des seigneurs galants, mais démolies en partie, rebâties dans de plus sévères proportions, elle n'avait gardé, de son parc d'autrefois, qu'une large cour bordée d'écuries et de remises, que la rue projetée du cardinal Fesch allait sûrement emporter. Le prince la tenait de la succession d'une demoiselle Saint-Germain, dont la propriété s'étendait jadis jusqu'à la rue des Trois Frères, l'ancien prolongement de la rue Taitbout. D'ailleurs, l'hôtel avait conservé son entrée sur la rue Saint-Lazare, côte à côte avec une grande bâtisse de la même époque, la folie Beauvilliers d'autrefois, que les Beauvilliers occupaient encore à la suite d'une ruine lente. Et eux possédaient un reste d'admirables jardins, des arbres magnifiques, condamnés aussi à disparaître dans le bouleversement prochain du quartier. Au milieu de son désastre, Saccard traînait une queue de serviteurs, les débris de son trop nombreux personnel, un valet de chambre, un chef de cuisine et sa femme chargée de la lingerie, une autre femme restée on ne savait pourquoi, un cocher et 2 palefreniers. Et il encombra les écuries et les remises, y mit 2 chevaux, 3 voitures, installa au rez-de-chaussée un réfectoire pour ses gens. C'était l'homme qui n'avait pas 500 francs solides dans sa caisse, mais qui vivait sur un pied de 200 ou 300 000 francs par an. Aussi trouva-t-il le moyen de remplir de sa personne les vastes appartements du premier étage, les 3 salons, les 5 chambres à coucher, sans compter l'immense salle à manger où l'on dressait une table de 50 couverts. Là, autrefois, une porte ouvrait sur un escalier intérieur, conduisant au second étage, dans une autre salle à manger, plus petite, et la princesse, qui avait récemment loué cette partie du second à un ingénieur, M. Hamelin, un célibataire vivant avec sa sœur, s'était contentée de faire condamner la porte, à l'aide de 2 fortes vis. Elle partageait ainsi l'ancien escalier de service avec ce locataire, tandis que Saccard avait seul la jouissance du grand escalier. Il meubla en partie quelques pièces de ses dépouilles du parc Monceau, laissa les autres vides, parvint quand même à rendre la vie à cette enfilade de murailles tristes et nues, dont une main obstinée semblait avoir arraché jusqu'au moindre bout de tenture, dès le lendemain de la mort du prince. Et il put recommencer le rêve d'une grande fortune. La princesse d'Orviedo était alors une des curieuses physionomies de Paris. Il y avait 15 ans, elle s'était résignée à épouser le prince, qu'elle n'aimait point, pour obéir à un ordre formel de sa mère, la duchesse de Comteville. À cette époque, cette jeune fille de 20 ans avait un grand renom de beauté et de sagesse, très religieuse, un peu trop grave, bien qu'aimant le monde avec passion. Elle ignorait les singulières histoires qui couraient sur le prince, les origines de sa royale fortune évaluée à 300 millions. Toute une vie de vols effroyables, non plus au coin des bois, à main armée, comme les nobles aventuriers de jadis, mais en corrects bandits modernes, au clair soleil de la bourse,
dans la poche du pauvre monde crédule, parmi les effondrements et la mort. Là-bas, en Espagne, ici, en France, le prince s'était, pendant 20 années, fait sa part du lion dans toutes les grandes canailleries restées légendaires. Bien que ne soupçonnant rien de la boue et du sang où il venait de ramasser tant de millions, elle avait éprouvé pour lui, dès la première rencontre, une répugnance que sa religion devait rester impuissante à vaincre. Et bientôt, une rancune sourde, grandissante, s'était jointe à cette antipathie, celle de n'avoir pas un enfant de ce mariage subi par obéissance. La maternité lui aurait suffi, elle adorait les enfants. Elle en arrivait à la haine contre cet homme qui, après avoir désespéré l'amante, ne pouvait même contenter la mère. C'était à ce moment qu'on avait vu la princesse se jeter dans un luxe inouï, aveugler Paris de l'éclat de ses fêtes, mener un train fastueux que les Tuileries, disait-on, jalousaient. Puis, brusquement, au lendemain de la mort du prince, foudroyé par une apoplexie, l'hôtel de la rue Saint-Lazare était tombé à un silence absolu, à une nuit complète. Plus une lumière, plus un bruit, les portes et les fenêtres demeuraient closes, et la rumeur se répandait que la princesse, après avoir déménagé violemment le rez-de-chaussée et le premier étage, s'était retirée, comme une recluse, dans 3 petites pièces du second, avec une ancienne femme de chambre de sa mère, la vieille Sophie, qui l'avait élevée. Quand elle avait reparu, elle était vêtue d'une simple robe de laine noire, les cheveux cachés sous un fichu de dentelle, petite et grasse toujours, avec son front étroit, son joli visage rond aux dents de perles entre des lèvres serrées, mais ayant déjà le teint jaune, le visage muet, enfoncé dans une volonté unique, d'une religieuse cloîtrée depuis longtemps. Elle venait d'avoir 30 ans. Elle n'avait plus vécu depuis lors que pour des œuvres immenses de charité. Dans Paris, la surprise était grande, et il circula toutes sortes d'histoires extraordinaires. La princesse avait hérité de la fortune totale, les fameux 300 millions dont la chronique des journaux eux-mêmes s'occupait. Et la légende qui finit par s'établir fut romantique. Un homme, un inconnu vêtu de noir, racontait-on, comme la princesse allait se mettre au lit, était un soir apparu tout d'un coup dans sa chambre, sans qu'elle eût jamais compris par quelle porte secrète il avait pu entrer. Et ce que cet homme lui avait dit, personne au monde ne le savait. Mais il devait lui avoir révélé l'origine abominable des 300 millions, en exigeant peut-être d'elle le serment de réparer tant d'iniquités, si elle voulait éviter d'affreuses catastrophes. Ensuite, l'homme avait disparu. Depuis 5 ans qu'elle se trouvait veuve, était-ce en effet pour obéir à un ordre venu de l'au-delà? Était-ce plutôt dans une simple révolte d'honnêteté, lorsqu'elle avait eu en main le dossier de sa fortune? La vérité était qu'elle ne vivait plus que dans une ardente fièvre de renoncement et de réparation. Chez cette femme, qui n'avait pas été amante et qui n'avait pu être mère, toutes les tendresses refoulées, surtout l'amour avorté de l'enfant, s'épanouissaient en une véritable passion pour les pauvres, pour les faibles, les déshérités, les souffrants, ceux dont elle croyait détenir les millions volés, ceux à qui elle jurait de les restituer royalement en pluie d'aumônes. Dès lors, l'idée fixe s'empara d'elle, le clou de l'obsession entra dans son crâne. Elle ne se considéra plus que comme un banquier chez qui les pauvres avaient déposé 300 millions, pour qu'ils fussent employés au mieux de leur usage. Elle ne fut plus qu'un comptable, un homme d'affaires, vivant dans les chiffres, au milieu d'un peuple de notaires, d'ouvriers et d'architectes. Au dehors, elle avait installé tout un vaste bureau avec une vingtaine d'employés. Chez elle, dans ces 3 pièces étroites, elle ne recevait que 4 ou 5 intermédiaires, ses lieutenants, et elle passait là les journées à un bureau, comme un directeur de grandes entreprises, cloîtré loin des importuns, parmi un amoncellement de paperasses qui la débordait. Son rêve était de soulager toutes les misères, depuis l'enfant qui souffre d'être né, jusqu'au vieillard qui ne peut mourir sans souffrance. Pendant ces 5 années, jetant l'or à pleines mains, elle avait fondé, à la Villette, la crèche Sainte-Marie, avec des berceaux blancs pour les tout-petits, des lits bleus pour les plus grands, une vaste et claire installation que fréquentaient déjà 300 enfants.
Un orphelinat à Saint-Mandé, l'orphelinat Saint-Joseph, où 100 garçons et 100 filles recevaient une éducation et une instruction telles qu'on les donne dans les familles bourgeoises. Enfin, un asile pour les vieillards à Châtillon, pouvant admettre 50 hommes et 50 femmes, et un hôpital de 200 lits dans un faubourg, l'hôpital Saint-Marceau, dont on venait seulement d'ouvrir les salles. Mais son œuvre préférée, celle qui absorbait en ce moment tout son cœur, était l'œuvre du travail, une création à elle, une maison qui devait remplacer la maison de correction où 300 enfants, 150 filles et 150 garçons, ramassés sur le pavé de Paris, dans la débauche et dans le crime, étaient régénérés par de bons soins et par l'apprentissage d'un métier. Ces diverses fondations, des dons considérables, une prodigalité folle dans la charité, lui avaient dévoré près de 100 millions en 5 ans. Encore quelques années de ce train, et elle serait ruinée, sans avoir réservé même la petite rente nécessaire au pain et au lait dont elle vivait maintenant. Lorsque sa vieille bonne, Sophie, sortant de son continuel silence, la grondait d'un mot rude, en lui prophétisant qu'elle mourrait sur la paille, elle avait un faible sourire, le seul qui parut désormais sur ses lèvres décolorées, un divin sourire d'espérance. Ce fut justement à l'occasion de l'œuvre du travail que Saccard fit la connaissance de la princesse d'Orvieto. Il était un des propriétaires du terrain qu'elle acheta pour cette œuvre, un ancien jardin planté de beaux arbres qui touchait au parc de Neuilly et qui se trouvait en bordure, le long du boulevard Bineau. Il l'avait séduite par la façon vive dont il traitait les affaires. Elle voulut le revoir, à la suite de certaines difficultés avec ses entrepreneurs. Lui-même s'était intéressé aux travaux, l'imagination prise, charmé du plan grandiose qu'elle imposait à l'architecte. 2 ailes monumentales, l'une pour les garçons, l'autre pour les filles, reliées entre elles par un corps de logis contenant la chapelle, la communauté, l'administration, tous les services. Et chaque aile avait son préau immense, ses ateliers, ses dépendances de toutes sortes. Mais surtout, ce qui le passionnait, dans son propre goût du grand et du fastueux, c'était le luxe déployé, la construction énorme et faite de matériaux à défier les siècles, les marbres prodigués, une cuisine revêtue de faïence où l'on aurait fait cuire un bœuf, des réfectoires gigantesques aux riches lambris de chêne, des dortoirs inondés de lumière, égayés de claires peintures, une lingerie, une salle de bain, une infirmerie installée avec des raffinements excessifs. Et partout, des dégagements vastes, des escaliers, des corridors, aérés l'été, chauffés l'hiver, et la maison entière baignant dans le soleil, une gaieté de jeunesse, un bien-être de grosse fortune. Quand l'architecte, inquiet, trouvant toute cette magnificence inutile, parlait de la dépense, la princesse l'arrêtait d'un mot. Elle avait eu le luxe, elle voulait le donner aux pauvres, pour qu'ils en jouissent à leur tour, eux qui font le luxe des riches. Son idée fixe était faite de ce rêve, combler les misérables, les coucher dans les lits, les asseoir à la table des heureux de ce monde, non plus l'aumône d'une croûte de pain, d'un grabat de hasard, mais la vie large au travers de palais où ils seraient chez eux, prenant leur revanche, goûtant les jouissances des triomphateurs. Seulement, dans ce gaspillage, au milieu des devises énormes, elle était abominablement volée. Une nuée d'entrepreneurs vivait d'elle, sans compter les pertes dues à la mauvaise surveillance. On dilapidait le bien des pauvres. Et ce fut Saccard qui lui ouvrit les yeux, en la priant de le laisser tirer les comptes au clair, absolument désintéressé d'ailleurs, pour l'unique plaisir de régler cette folle danse de millions qui l'enthousiasmait. Jamais il ne s'était montré si scrupuleusement honnête. Il fut, dans cette affaire colossale et compliquée, le plus actif, le plus probe des collaborateurs, donnant son temps, son argent même, simplement récompensé par cette joie des sommes considérables qui lui passaient entre les mains. On ne connaissait guère que lui à l'œuvre du travail, où la princesse n'allait jamais, pas plus qu'elle n'allait visiter ses autres fondations. Cachée au fond de ces 3 petites pièces, comme la bonne déesse invisible. Et lui, adoré, il y était béni, accablé de toute la reconnaissance dont elle semblait ne pas vouloir. Sans doute, depuis cette époque, Saccard nourrissait un vague projet qui, tout d'un coup, lorsqu'il fut installé dans l'hôtel d'Orvieto comme locataire,
prit la netteté aiguë d'un désir. Pourquoi ne se consacrerait-il pas tout entier à l'administration des bonnes œuvres de la princesse ? Dans l'heure de doute où il était, vaincu de la spéculation, ne sachant quelle fortune refaire, cela lui apparaissait comme une incarnation nouvelle, une brusque montée d'apothéose. Devenir le dispensateur de cette royale charité, canaliser ce flot d'or qui coulait sur Paris. Il restait 200 millions. Quelles œuvres à créer encore, quelle cité du miracle à faire sortir du sol, sans compter que, lui, les ferait fructifier, ces millions, les doublerait, les triplerait, saurait si bien les employer qu'il en tirerait un monde. Alors, avec sa passion, tout s'élargit. Il ne vécut plus que de cette pensée grisante, les répandre en aumônes sans fin, en noyer la France heureuse. Et il s'attendrissait, car il était d'une probité parfaite, pas un sou ne lui demeurait au doigt. Ce fut, dans son crâne de visionnaire, une idylle géante, l'idylle d'un inconscient, où ne se mêlait aucun désir de racheter ses anciens brigandages financiers. D'autant plus que, tout de même, au bout, il y avait le rêve de sa vie entière, la conquête de Paris. Être le roi de la charité, le Dieu adoré de la multitude des pauvres, devenir unique et populaire, occuper de lui le monde, cela dépassait son ambition. Quel prodige ne réaliserait-il pas s'il employait à être bon ses facultés d'homme d'affaires, sa ruse, son obstination, son manque complet de préjugés, et il aurait la force irrésistible qui gagne les batailles, l'argent à plein coffre, l'argent qui fait tant de mal souvent et qui ferait tant de bien, le jour où l'on mettrait à donner son orgueil et son plaisir. Puis, agrandissant encore son projet, Saccard en arriva à se demander pourquoi il n'épouserait pas la princesse d'Orvieto. Cela fixerait les positions, empêcherait les interprétations mauvaises. Pendant un mois, il manœuvra adroitement, exposa des plans superbes, crut se rendre indispensable. Et un jour, d'une voix tranquille, redevenu naïf, il fit sa proposition, développa son grand projet. C'était une véritable association qu'il offrait. Il se donnait comme le liquidateur des sommes volées par le prince. Il s'engageait à les rendre aux pauvres, décuplées. D'ailleurs, la princesse, dans son éternelle robe noire, avec son fichu de dentelle sur la tête, l'écouta attentivement, sans qu'une émotion quelconque animât sa face jaune. Elle était très frappée des avantages que pourrait avoir une association pareille, indifférente, du reste, aux autres considérations. Puis, ayant remis sa réponse au lendemain, elle finit par refuser. Sans doute, elle avait réfléchi qu'elle ne serait plus seule maîtresse de ses aumônes, et elle entendait en disposer en souveraine absolue, même follement. Mais elle expliqua qu'elle serait heureuse de le garder comme conseiller. Elle montra combien précieuse elle estimait sa collaboration, en le priant de continuer à s'occuper de l'œuvre du travail, dont il était le véritable directeur. Toute une semaine, Saccard éprouva un violent chagrin, ainsi qu'à la perte d'une idée chère. Non pas qu'il se sentît retomber au gouffre du brigandage, mais de même qu'une romance sentimentale met des larmes aux yeux des ivrognes les plus abjects, cette colossale idylle du bien fait à coups de millions avait attendri sa vieille âme de corsaire. Il tombait une fois encore, et de très haut. Il lui semblait être détrôné. Par l'argent, il avait toujours voulu, en même temps que la satisfaction de ses appétits, la magnificence d'une vie princière, et jamais il ne l'avait eue, assez haute. Il s'enrageait à mesure que chacune de ses chutes emportait un espoir. Aussi, lorsque son projet croula devant le refus tranquille et net de la princesse, se trouva-t-il rejeté à une furieuse envie de bataille. Se battre, être le plus fort dans la dure guerre de la spéculation, manger les autres pour ne pas qu'ils vous mangent, c'était, après sa soif de splendeur et de jouissance, la grande cause, l'unique cause de sa passion des affaires. S'il ne thésaurisait pas, il avait l'autre joie, la lutte des gros chiffres, les fortunes lancées comme des corps d'armée, les chocs des millions adverses, avec les déroutes, avec les victoires qui le grisaient. Et tout de suite reparut sa haine de Gundermann, son effréné besoin de vengeance. Abattre Gundermann, cela le hantait d'un désir chimérique.
chaque fois qu'il était par terre, vaincu. S'il sentait l'enfantillage d'une pareille tentative, ne pourrait-il, du moins l'entamer, se faire une place en face de lui, le forcer au partage, comme ces monarques de contrées voisines et d'égale puissance qui se traitent de cousins? Ce fut alors que, de nouveau, la bourse l'attira, la tête emplie d'affaires à lancer, sollicité en tous sens par des projets contraires, dans une telle fièvre qu'il ne sut que décider, jusqu'au jour où une idée suprême, démesurée, se dégagea des autres et s'empara peu à peu de lui tout entier. Depuis qu'il habitait l'hôtel d'Orvieto, Saccard apercevait parfois la sœur de l'ingénieur Hamelin qui habitait le petit appartement du second, une femme d'une taille admirable, Madame Caroline, comme on la nommait familièrement. Surtout, ce qui l'avait frappé, à la première rencontre, c'étaient ses cheveux blancs superbes, une royale couronne de cheveux blancs, d'un si singulier effet sur ce front de femme jeune encore, âgée de 36 ans à peine. Dès 25 ans, elle était ainsi devenue toute blanche. Ses sourcils, restés noirs et très fournis, gardaient une jeunesse, une étrangeté vive à son visage encadré d'hermine. Elle n'avait jamais été jolie, avec son menton et son nez trop forts, sa bouche large dont les grosses lèvres exprimaient une bonté exquise. Mais, certainement, cette toison blanche, cette blancheur envolée de fins cheveux de soie, adoucissait sa physionomie un peu dure, lui donnait un charme souriant de grand-mère, dans une fraîcheur et une force de belle amoureuse. Elle était grande, solide, la démarche franche et très noble. Chaque fois qu'il la rencontrait, Saccard, plus petit qu'elle, la suivait des yeux, intéressé, enviant sourdement cette taille haute, cette carrure saine. Et peu à peu, par l'entourage, il connut toute l'histoire des Hamelin. Ils étaient, Caroline et Georges, les enfants d'un médecin de Montpellier, savant remarquable, catholique exalté, mort sans fortune. Lorsque le père s'en alla, la fille avait 18 ans, le garçon 19. Et comme celui-ci venait d'entrer à l'école polytechnique, elle le suivit à Paris, où elle se plaça institutrice. Ce fut elle qui lui glissa des pièces de 100 sous, qu'il entretint d'argent de poche pendant les 2 années de cours. Plus tard, lorsque, sorti dans un mauvais rang, il dut battre le pavé, ce fut elle encore qui le soutint en attendant qu'il trouvât une situation. Ces 2 enfants s'adoraient, faisaient le rêve de ne se quitter jamais. Pourtant, un mariage inespéré s'étant présenté, la bonne grâce et l'intelligence vive de la jeune fille ayant conquis un brasseur millionnaire, dans la maison où elle était en place, Georges voulut qu'elle acceptât, ce dont il se repentit cruellement car, au bout de quelques années de ménage, Caroline fut obligée d'exiger une séparation pour ne pas être tuée par son mari, qui buvait et la poursuivait avec un couteau dans des crises d'imbécile jalousie. Elle était alors âgée de 26 ans, elle se retrouvait pauvre, s'étant obstinée à ne réclamer aucune pension de l'homme qu'elle quittait. Mais son frère avait enfin, après bien des tentatives, mis la main sur une besogne qui lui plaisait. Il allait partir pour l'Égypte, avec la commission chargée des premières études du canal de Suez, et il emmena sa sœur. Elle s'installa vaillamment à Alexandrie, recommença à donner des leçons, pendant que lui courait le pays. Ils restèrent ainsi en Égypte jusqu'en 1859. Ils assistèrent au premier coup de pioche sur la plage de Port Saïd. Une maigre équipe de 150 terrassiers à peine, perdue au milieu des sables, commandée par une poignée d'ingénieurs. Puis, Hamelin, envoyé en Syrie pour assurer les approvisionnements, y resta, à la suite d'une fâcherie avec ses chefs. Il fit venir Caroline à Beyrouth, où d'autres élèves l'attendaient. Il se lança dans une grosse affaire, patronnée par une compagnie française, le tracé d'une route carrossable de Beyrouth à Damas, la première, l'unique voie ouverte à travers les gorges du Liban. Et ils vécurent encore 3 années là, jusqu'à l'achèvement de la route, lui visitant les montagnes, s'absentant 2 mois pour un voyage à Constantinople à travers le Taurus, elle le suivant dès qu'elle pouvait s'échapper, épousant les projets de réveil qu'il faisait, abattre cette vieille terre, endormie sous la cendre des civilisations mortes. Il avait amassé tout un portefeuille débordant d'idées et de plans. Il sentait l'impérieuse nécessité de rentrer en France,
s'il voulait donner un corps à ce vaste ensemble d'entreprises, former des sociétés, trouver des capitaux. Et, après 9 années de séjour en Orient, ils partirent. Ils eurent la curiosité de repasser par l'Égypte, où les travaux du canal de Suez les enthousiasmèrent. Une ville avait poussé en 4 ans dans les sables de la plage de Port Saïd. Tout un peuple s'agitait là, les fourmis humaines s'étaient multipliées, changeaient la face de la terre. Mais, à Paris, une malchance noire attendait Hamelin. Depuis 15 mois, il s'y débattait avec ses projets, sans pouvoir communiquer sa foi à personne, trop modeste, peu bavard, échoué à ce 2e étage de l'hôtel d'Orviedo, dans un petit appartement de 5 pièces qu'il louait 1200 francs, plus loin du succès que lorsqu'il courait les monts et les plaines de l'Asie. Leurs économies s'épuisaient rapidement, le frère et la sœur en arrivaient à une grande gêne. Ce fut même ce qui intéressa Saccard, cette tristesse croissante de madame Caroline, dont la belle gaieté s'assombrissait du découragement où elle voyait tomber son frère. Dans leur ménage, elle était un peu l'homme. Georges, qui lui ressemblait beaucoup physiquement, en plus frêle, avait des facultés de travail rares, mais il s'absorbait dans ses études. Il ne fallait point l'en sortir. Jamais il n'avait voulu se marier, n'en éprouvant pas le besoin, adorant sa sœur, ce qui lui suffisait. Il devait avoir des maîtresses d'un jour qu'on ne connaissait pas, et cet ancien piocheur de l'école polytechnique, aux conceptions si vastes, d'un zèle si ardent pour tout ce qu'il entreprenait, montrait parfois une telle naïveté qu'on l'aurait jugé un peu sot. Élevé dans le catholicisme le plus étroit, il avait gardé sa religion d'enfant, et il pratiquait, très convaincu, tandis que sa sœur s'était reprise, par une lecture immense, par toute la vaste instruction qu'elle se donnait à son côté, aux longues heures où il s'enfonçait dans ses travaux techniques. Elle parlait 4 langues, elle avait lu les économistes, les philosophes, passionnée un instant par les théories socialistes et évolutionnistes. Mais elle s'était calmée, elle devait surtout à ses voyages, à son long séjour parmi des civilisations lointaines, une grande tolérance, un bel équilibre de sagesse. Si elle ne croyait plus, elle demeurait très respectueuse de la foi de son frère. Entre eux, il y avait eu une explication, et jamais il n'en avait reparlé. Elle était une intelligence, dans sa simplicité et sa bonhomie, et d'un courage à vivre extraordinaire, d'une bravoure joyeuse qui résistait aux cruautés du sort. Elle avait coutume de dire qu'un seul chagrin était resté saignant en elle, celui de n'avoir pas eu d'enfant. Saccard put rendre à Hamelin un service, un petit travail qu'il lui procura, des commanditaires qui avaient besoin d'un ingénieur pour un rapport sur le rendement d'une machine nouvelle. Et il força ainsi l'intimité du frère et de la sœur. Il monta fréquemment passer une heure entre eux, dans leur salon, leur seule grande pièce, qu'ils avaient transformée en cabinet de travail. Cette pièce restait d'une nudité absolue, meublée seulement d'une longue table à dessiner, d'une autre table plus petite, encombrée de papier, et d'une demi-douzaine de chaises. Sur la cheminée, des livres s'empilaient, mais au mur, une décoration improvisée égayait ce vide. Une série de plans, une suite d'aquarelles claires, chaque feuille fixée avec 4 clous. C'était son portefeuille de projet qu'Hamelin avait ainsi étalé, les notes prises en Syrie, toute sa fortune future. Et les aquarelles étaient de madame Caroline, des vues de là-bas, des types, des costumes, ce qu'elle avait remarqué et croqué en accompagnant son frère, avec un sens très personnel de coloriste, sans aucune prétention d'ailleurs. 2 larges fenêtres, ouvrant sur le jardin de l'hôtel Beauvilliers, éclairaient d'une lumière vive cette débandade de dessins qui évoquait une vie autre, le rêve d'une antique société tombant en poudre que les épures, aux lignes fermes et mathématiques, semblaient vouloir remettre debout, comme sous l'étalement du solide échafaudage de la science moderne. Et, quand il se fut rendu utile, avec cette dépense d'activité qui le faisait charmant, Saccard s'oublia surtout devant les plans et les aquarelles, séduit, demandant sans cesse de nouvelles explications. Dans sa tête, tout un vaste lançage germait déjà. Un matin, il trouva madame Caroline seule, assise à la petite table dont elle avait fait son bureau.
Elle était mortellement triste, les mains abandonnées parmi les papiers. « Que voulez-vous ? Cela tourne décidément mal. Je suis brave pourtant, mais tout va nous manquer à la fois. Et ce qui me navre, c'est l'impuissance où le malheur réduit mon pauvre frère, car il n'est vaillant, il n'a de force qu'au travail. J'avais songé à me replacer institutrice quelque part, pour l'aider au moins. J'ai cherché et je n'ai rien trouvé. Pourtant, je ne puis pas me mettre à faire des ménages. » Jamais Saccard ne l'avait vue ainsi démontée, abattue. « Que diable, vous n'en êtes pas là !» cria-t-il. Elle hocha la tête, elle se montrait amère contre la vie, qu'elle acceptait d'habitude si gaillardement, même mauvaise. Et Hamelin étant rentré à ce moment, rapportant la nouvelle d'un dernier échec, elle eut de grosses larmes lentes. Elle ne parla plus, les poings serrés à sa table, les yeux perdus devant elle. « Et dire, laissa échapper Hamelin, qu'il y a, là-bas, des millions qui nous attendent, si quelqu'un voulait seulement m'aider à les gagner. » Saccard s'était planté devant une épure représentant l'élévation d'un pavillon construit au centre de vastes magasins. « Qu'est-ce donc ? Demanda-t-il. « Oh, je me suis amusé, expliqua l'ingénieur. C'est un projet d'habitation, là-bas, à Beyrouth, pour le directeur de la compagnie que j'ai rêvé. Vous savez, la compagnie générale des paquebots réunis. » Il s'animait, il donna de nouveaux détails. Pendant son séjour en Orient, il avait constaté combien le service des transports était défectueux. Les quelques sociétés, installées à Marseille, se tuaient par la concurrence, n'arrivaient pas à avoir le matériel suffisant et confortable. Et une de ses premières idées, à la base même de tout l'ensemble de ces entreprises, était de syndiquer ces sociétés, de les réunir en une vaste compagnie, pourvue de millions, qui exploiterait la Méditerranée entière, et s'en assurerait la royauté en établissant des lignes pour tous les ports de l'Afrique, de l'Espagne, de l'Italie, de la Grèce, de l'Égypte, de l'Asie, jusqu'au fond de la mer Noire. Rien n'était, à la fois, d'un organisateur de plus de flair ni d'un meilleur citoyen. C'était l'Orient conquis, donné à la France, sans compter qu'il rapprochait ainsi la Syrie, où allait s'ouvrir le vaste champ de ses opérations. « Les syndicats » murmura Saccard. « L'avenir semble être là, aujourd'hui. C'est une forme si puissante de l'association. 3 ou 4 petites entreprises qui végètent isolément deviennent d'une vitalité et d'une prospérité irrésistibles si elles se réunissent. Oui, demain est aux gros capitaux, aux efforts centralisés des grandes masses. Toute l'industrie, tout le commerce finiront par n'être qu'un immense bazar unique, où l'on s'approvisionnera de tout. » Il s'était arrêté encore, debout cette fois devant une aquarelle qui représentait un site sauvage, une gorge aride que bouchait un écroulement gigantesque de rochers couronnés de broussailles. « Oh oh » reprit-il, « voici le bout du monde. On ne doit pas être coudoyé par les passants dans ce coin-là. »« Une gorge du Carmel, » répondit Hamelin. « Ma sœur a pris ça pendant les études que j'ai faites de ce côté. » Et il ajouta simplement, « Tenez, entre les calcaires crétacés et les porphyres qui ont relevé ces calcaires, sur tout le flanc de la montagne, il y a là un filon d'argent sulfuré considérable. Oui, une mine d'argent dont l'exploitation, d'après mes calculs, assurerait des bénéfices énormes. »« Une mine d'argent ?» répéta vivement Saccard. Madame Caroline, les yeux toujours au loin, dans sa tristesse, avait entendu, et comme si une vision se fût évoquée, « Le Carmel, ah, quel désert, quelle journée de solitude. C'est plein de myrte et de genêt, cela sent bon, l'air tiède en est embaumé. Et il y a des aigles, sans cesse, qui planent très haut. Mais tout cet argent qui dort dans ce sépulcre, à côté de tant de misère. On voudrait des foules heureuses, des chantiers, des villes naissantes, un peuple régénéré par le travail. » Une route serait facilement ouverte du Carmel à Saint-Jean-d'Acre, continua Hamelin, et je crois bien qu'on découvrirait également du fer, car il abonde dans les montagnes du pays. J'ai aussi étudié un nouveau mode d'extraction qui réaliserait d'importantes économies. Tout est prêt, il ne s'agit plus que de trouver des capitaux. « La Société des mines d'argent du Carmel » murmura Saccard.
Mais c'était maintenant l'ingénieur qui, les regards levés, allait d'un plan à un autre, repris par ce labeur de toute sa vie, enfiévré à la pensée de l'avenir éclatant qui dormait là, pendant que la gêne le paralysait. « Et ce ne sont que les petites affaires du début, reprit-il. Regardez cette série de plans. C'est ici le grand coup, tout un système de chemin de fer traversant l'Asie mineure de part en part. Le manque de communication commode et rapide, telle est la cause première de la stagnation où croupit ce pays si riche. Vous n'y trouveriez pas une voie carrossable. Les voyages et les transports s'y font toujours à dos de mulets ou de chameaux. Imaginez alors quelle révolution si des lignes ferrées pénétraient jusqu'aux confins du désert. Ce serait l'industrie et le commerce décuplés, la civilisation victorieuse, l'Europe s'ouvrant enfin les portes de l'Orient. Oh, pour peu que cela vous intéresse, nous en causerons en détail. Et vous verrez, vous verrez. Tout de suite, du reste, il ne put s'empêcher d'entrer dans des explications. C'était surtout pendant son voyage à Constantinople qu'il avait étudié le tracé de son système de chemin de fer. La grande, l'unique difficulté se trouvait dans la traversée des monts Taurus. Mais il avait parcouru les différents cols. Il affirmait la possibilité d'un tracé direct et relativement peu dispendieux. D'ailleurs, il ne songeait pas à exécuter d'un coup le système complet. Lorsqu'on aurait obtenu du sultan la concession totale, il serait sage de n'entreprendre d'abord que la branche mère, la ligne de Brousse à Beyrouth par Angora et Alep. Plus tard, on songerait à l'embranchement de Smyrne à Angora et à celui de Trébizonde à Angora, par Erzurum et Sivas. Plus tard encore, continua-t-il. Et il n'acheva pas. Il se contentait de sourire, n'osant dire jusqu'où il avait poussé l'audace de ses projets. C'était le rêve. « Ah, les plaines au pied du Taurus, reprit madame Caroline de sa voix lente de dormeuse éveillée. Quel paradis délicieux! On n'a qu'à gratter la terre, les moissons poussent. Débordantes, les arbres fruitiers, les pêchers, les cerisiers, les figuiers, les amandiers cassent sous les fruits. Et quels champs d'oliviers et de mûriers, pareils à de grands bois! Et quelle existence naturelle et facile dans cet air léger, constamment bleu! Saccard se mit à rire, de ce rire aigu de bel appétit qu'il avait lorsqu'il flairait la fortune. Et, comme Hamelin parlait encore d'autres projets, notamment de la création d'une banque à Constantinople, en disant un mot des relations toutes puissantes qu'il y avait laissées, surtout près du grand vizir, il l'interrompit gaiement. « Mais c'est un pays de cocagne, on en vendrait !» Puis, très familier, appuyant les deux mains aux épaules de madame Caroline, toujours assise, « Ne vous désespérez donc pas, madame, je vous aime bien. Vous verrez que je ferai avec votre frère quelque chose de très bon pour nous tous. Ayez de la patience. Attendez. » Pendant le mois qui suivit, Saccard procura de nouveau à l'ingénieur quelques petits travaux, et s'il ne reparlait plus de grandes affaires, il devait y penser constamment, préoccupé, hésitant devant l'ampleur écrasante des entreprises. Mais ce qui resserra davantage le lien naissant de leur intimité, ce fut la façon toute naturelle dont madame Caroline vint à s'occuper de son intérieur d'homme seul, dévoré de frais inutiles, d'autant plus mal servi qu'il avait davantage de serviteurs. Lui, si habile au dehors, réputé pour sa main vigoureuse et adroite dans le gâchis des grands vols, laissait aller chez lui tout à la débandade, insoucieux du coulage effrayant qui triplait ses dépenses. Et l'absence d'une femme se faisait aussi cruellement sentir, jusque dans les plus petites choses. Lorsque madame Caroline s'aperçut du pillage, elle lui donna d'abord des conseils, puis finit par s'entremettre et lui faire réaliser 2 ou 3 économies. Si bien qu'en riant, un jour, il lui offrit d'être son intendante. Pourquoi pas? Elle avait cherché une place d'institutrice. Elle pouvait bien accepter une situation honorable pour elle, qui lui permettrait d'attendre. L'offre, faite en manière de plaisanterie, devint sérieuse. N'était-ce pas une façon de s'occuper, de soulager son frère, avec les 300 francs que Saccard voulait donner par mois? Et elle accepta. Elle réforma la maison en 8 jours, renvoya le chef et sa femme pour ne prendre qu'une cuisinière, qui, avec le valet de chambre et le cocher, devait suffire au service.
Elle ne garda aussi qu'un cheval et une voiture, prit la haute main sur tout, examina les comptes avec un soin si scrupuleux qu'à la fin de la première quinzaine, elle avait obtenu une réduction de moitié. Il était ravi. Il plaisantait en disant que c'était lui qui la volait maintenant et qu'elle aurait dû exiger un tant pour cent sur tous les bénéfices qu'elle lui faisait faire. Alors, une vie très étroite avait commencé. Saccard venait d'avoir l'idée de faire enlever les vis qui condamnaient la porte de communication entre les deux appartements, et l'on remontait librement d'une salle à manger dans l'autre, par l'escalier intérieur. De sorte que, pendant que son frère travaillait en haut, enfermé du matin au soir pour mettre en ordre ses dossiers d'Orient, Madame Caroline, laissant son propre ménage aux soins de l'unique bonne qui les servait, descendait à chaque heure de la journée donner des ordres, comme chez elle. C'était devenu la joie de Saccard, la continuelle apparition de cette grande belle femme qui traversait les pièces, de son pas solide et superbe, avec la gaieté toujours inattendue de ses cheveux blancs envolés autour de son jeune visage. Elle était de nouveau très gaie, elle avait retrouvé sa bravoure à vivre, depuis qu'elle se sentait utile, occupant ses heures, continuellement debout. Sans affectation de simplicité, elle ne portait plus qu'une robe noire, dans la poche de laquelle on entendait la sonnerie claire du trousseau de clés. Et cela l'amusait certainement, elle, la savante, la philosophe, de n'être plus qu'une bonne femme de ménage, la gouvernante d'un prodigue qu'elle se mettait à aimer comme on aime les enfants mauvais sujets. Lui, un instant très séduit, calculant qu'il n'y avait après tout qu'une différence de 14 ans entre eux, s'était demandé ce qu'il arriverait s'il la prenait un beau soir entre ses bras. Était-il admissible que, depuis 10 ans, depuis sa fuite forcée de chez son mari, dont elle avait reçu autant de coups que de caresses, elle eût vécu en guerrière voyageuse sans voir un homme ? Peut-être les voyages l'avaient-ils protégée. Cependant, il savait qu'un ami de son frère, un monsieur Baudouin, un négociant resté à Beyrouth et dont le retour était prochain, l'avait beaucoup aimée, au point d'attendre pour l'épouser la mort de son mari, qu'on venait d'enfermer dans une maison de santé, fou d'alcoolisme. Évidemment, ce mariage n'aurait fait que régulariser une situation bien excusable, presque légitime. Dès lors, puisqu'il devait y en avoir eu un, pourquoi n'aurait-il pas été le second ? Mais Saccard en restait au raisonnement, la trouvant si bonne camarade que la femme souvent disparaissait. Lorsque, à la voir passer avec sa taille admirable, il se posait sa question, savoir ce qu'il arriverait s'il l'embrassait, il se répondait qu'il arriverait des choses fort ordinaires, ennuyeuses peut-être, et il remettait l'expérience à plus tard, il lui donnait des poignées de main vigoureuses, heureux de sa cordialité. Puis, tout d'un coup, Madame Caroline retomba à un grand chagrin. Un matin, elle descendit abattue, très pâle, les yeux gros, et il ne put rien apprendre d'elle. Il cessa de l'interroger, devant son obstination à dire qu'elle n'avait rien, qu'elle était comme tous les jours. Ce fut le lendemain seulement qu'il comprit, en trouvant en haut une lettre de faire-part, la lettre qui annonçait le mariage de M. Baudouin avec la fille d'un consul anglais, très jeune et immensément riche. Le coup avait dû être d'autant plus dur que la nouvelle était arrivée par cette lettre banale, sans aucune préparation, sans même un adieu. C'était tout un écroulement dans l'existence de la malheureuse femme, la perte de l'espoir lointain où elle se raccrochait aux heures de désastre. Et, le hasard ayant, lui aussi, des cruautés abominables, elle avait justement appris l'avant-veille que son mari était mort. Elle venait enfin de croire, pendant 48 heures, à la réalisation prochaine de son rêve. Sa vie s'effondrait. Elle en restait anéantie. Le soir même, une autre stupeur l'attendait. Comme, à son habitude avant de remonter se coucher, elle entrait chez Saccard causer des ordres du lendemain, il lui parla de son malheur, si doucement qu'elle éclata en sanglots. Puis, dans cet attendrissement invincible, dans une sorte de paralysie de sa volonté, elle se trouva entre ses bras. Elle lui appartint, sans joie ni pour l'un ni pour l'autre. Quand elle se reprit, elle n'eut pas de révolte, mais sa tristesse en fut accrue, à l'infini. Pourquoi avait-elle laissé s'accomplir cette chose ? Elle n'aimait pas cet homme, lui-même ne devait pas l'aimer.
Ce n'était point qu'il lui parût d'un âge et d'une figure indigne de tendresse. Sans beauté, certes, et vieux déjà, il l'intéressait par la mobilité de ses traits, par l'activité de toute sa petite personne noire. Et, l'ignorant encore, elle voulait le croire serviable, d'une intelligence supérieure, capable de réaliser les grandes entreprises de son frère, avec l'honnêteté moyenne de tout le monde. Seulement, quelle chute imbécile! Elle, si sage, si instruite par la dure expérience, si maîtresse d'elle-même, avoir ainsi succombé, sans savoir pourquoi ni comment, dans une crise de larmes, en grisette sentimentale. Le pis était qu'elle le sentait, autant qu'elle, étonnée, presque fâchée de l'aventure. Lorsque, cherchant à la consoler, il lui avait parlé de M. Baudouin comme d'un amant ancien, dont la basse trahison ne méritait que l'oubli, et qu'elle s'était récriée, en jurant que jamais rien ne s'était passé entre eux, il avait d'abord cru qu'elle mentait, par une fierté de femme. Mais elle était revenue sur ce serment avec tant de force, elle montrait des yeux si beaux, si clairs de franchise, qu'il avait fini par être convaincu de la vérité de cette histoire. Elle, par droiture et dignité, se gardant pour le jour des noces. L'homme patientant 2 années, puis se lassant et en épousant une autre, quelque occasion trop tentante de jeunesse et de richesse. Et le singulier était que cette découverte, cette conviction qui aurait dû passionner Saccard, l'emplissait au contraire d'une sorte d'embarras, tellement il comprenait la fatalité sotte de sa bonne fortune. Du reste, ils ne recommencèrent pas, puisque ni l'un ni l'autre ne paraissait en avoir l'envie. Pendant 15 jours, Madame Caroline resta ainsi affreusement triste. La force de vivre, cette impulsion qui fait de la vie une nécessité et une joie, l'avait abandonnée. Elle vaquait à ses occupations si multiples, mais comme absente, sans s'illusionner même sur la raison et l'intérêt des choses. C'était la machine humaine travaillant dans le désespoir du néant de tout. Et, au milieu de ce naufrage de sa bravoure et de sa gaieté, elle ne goûtait qu'une distraction, celle de passer toutes ses heures libres, le front aux vitres d'une fenêtre du grand cabinet de travail, les regards fixés sur le jardin de l'hôtel voisin, cet hôtel Beauvilliers, où, depuis les premiers jours de son installation, elle devinait une détresse, une de ces misères cachées, si navrantes dans leur effort à sauvegarder les apparences. Il y avait là aussi des êtres qui souffraient, et son chagrin était comme trempé de ses larmes. Elle agonisait de mélancolie, jusqu'à se croire insensible et morte dans la douleur des autres. Ces Beauvilliers, qui, autrefois, sans compter leurs immenses domaines de la Touraine et de l'Anjou, possédaient, rue de Grenelle, un hôtel magnifique, n'avaient plus à Paris que cette ancienne maison de plaisance, bâtie en dehors de la ville au commencement du siècle dernier, et qui se trouvait aujourd'hui enclavée parmi les constructions noires de la rue Saint-Lazare. Les quelques beaux arbres du jardin restaient là comme au fond d'un puits, la mousse mangeait les marches du perron, émiettées et fendues. On eût dit un coin de nature mis en prison, un coin doux et morne, d'une muette désespérance, où le soleil ne descendait plus qu'en un jour verdâtre, dont le frisson glaçait les épaules. Et, dans cette paix humide de cave, en haut de ce perron disjoint, la première personne que Madame Caroline avait aperçue était la comtesse de Beauvilliers, une grande femme maigre de 60 ans, toute blanche, l'air très noble, un peu suranné. Avec son grand nez droit, ses lèvres minces, son cou particulièrement long, elle avait l'air d'un cygne très ancien, d'une douceur désolée. Puis, derrière elle, presque aussitôt, s'était montrée sa fille, Alice de Beauvilliers, âgée de 25 ans, mais si appauvrie qu'on l'aurait prise pour une fillette, sans le teint gâté et les traits déjà tirés du visage. C'était la mère encore, chétive, moins l'aristocratique noblesse, le cou allongé jusqu'à la disgrâce, n'ayant plus que le charme pitoyable d'une fin de grande race. Les 2 femmes vivaient seules, depuis que le fils, Ferdinand de Beauvilliers, s'était engagé dans les zouaves pontificaux à la suite de la bataille de Castelfidardo, perdue par la Mauricière. Tous les jours, lorsqu'il ne pleuvait pas, elles apparaissaient ainsi, l'une derrière l'autre, elle descendait le perron, faisait le tour de l'étroite pelouse centrale sans échanger une parole.
Il n'y avait que des bordures de lierre. Les fleurs n'auraient pas poussé, ou peut-être auraient-elles coûté trop cher. Et cette promenade lente, sans doute une simple promenade de santé, par ces deux femmes si pâles, sous ces arbres centenaires qui avaient vu tant de fêtes et que les bourgeoises maisons du voisinage étouffaient, prenaient une mélancolique douleur, comme si elles eussent promené le deuil des vieilles choses mortes. Alors, intéressée, Madame Caroline avait guetté ses voisines par une sympathie tendre, sans curiosité mauvaise, et peu à peu, dominant le jardin, elle pénétra leur vie, qu'elle cachait avec un soin jaloux sur la rue. Il y avait toujours un cheval dans l'écurie, une voiture sous la remise, que soignait un vieux domestique, à la fois valet de chambre, cocher et concierge. De même qu'il y avait une cuisinière, qui servait aussi de femme de chambre. Mais si la voiture sortait de la grande-porte, correctement attelée, menant ses dames à leurs courses, si la table gardait un certain luxe, l'hiver, au dîner de quinzaine où venaient quelques amis, par quel long jeûne, par quelles sordides économies de chaque heure était achetée cette apparence menteuse de fortune. Dans un petit hangar, à l'abri des yeux, c'était de continuels lavages pour réduire la note de la blanchisseuse. De pauvres nippes usées par le savon, rapiécées fil à fil. C'étaient 4 légumes épluchés pour le repas du soir, du pain qu'on faisait rassir sur une planche, afin d'en manger moins. C'étaient toutes sortes de pratiques avaricieuses, infimes et touchantes. Le vieux cocher recousant les bottines trouées de mademoiselle, la cuisinière noircissant à l'encre les bouts de gants trop défraîchis de madame, et les robes de la mère qui passaient à la fille après d'ingénieuses transformations, et les chapeaux qui duraient des années grâce à des échanges de fleurs et de rubans. Lorsqu'on n'attendait personne, les salons de réception, au rez-de-chaussée, étaient fermés soigneusement, ainsi que les grandes chambres du premier étage, car de toute cette vaste habitation, les deux femmes n'occupaient plus qu'une étroite pièce, dont elles avaient fait leur salle à manger et leur boudoir. Quand la fenêtre s'entr'ouvrait, on pouvait apercevoir la comtesse raccommodant son linge, comme une petite bourgeoise besogneuse, tandis que la jeune fille, entre son piano et sa boîte d'aquarelle, tricotait des bas et des mitaines pour sa mère. Un jour de gros orage, toutes deux furent vues descendant au jardin, ramassant le sable que la violence de la pluie emportait. Maintenant, Madame Caroline savait leur histoire. La comtesse de Beauvilliers avait beaucoup souffert de son mari, qui était un débauché et dont elle ne s'était jamais plainte. Un soir, on le lui avait rapporté, à Vendôme, râlant, avec un coup de feu au travers du corps. On avait parlé d'un accident de chasse. Quelques balles envoyées par un garde jaloux, dont il devait avoir pris la femme ou la fille. Et le pis était que s'anéantissait avec lui cette fortune des Beauvilliers, autrefois colossale, assise sur des terres immenses, des domaines royaux que la Révolution avait déjà trouvés amoindris et que son père et lui venaient d'achever. De ces vastes biens fonciers, une seule ferme demeurait, les Aublais, à quelques lieues de Vendôme, rapportant environ 15 000 francs de rente, l'unique ressource de la veuve et de ses 2 enfants. L'hôtel de la rue de Grenelle était depuis longtemps vendu, celui de la rue Saint-Lazare mangeait la grosse part des 15 000 francs de la ferme, écrasé d'hypothèques, menacé d'être mis en vente à son tour si l'on ne payait pas les intérêts. Et il ne restait guère que 6 ou 7 000 francs pour l'entretien de 4 personnes, ce train d'une noble famille qui ne voulait pas abdiquer. Il y avait déjà 8 ans, lorsqu'elle était devenue veuve, avec un garçon de 20 ans et une fille de 17, au milieu de l'écroulement de sa maison, la comtesse s'était raidie dans son orgueil nobiliaire, en se jurant qu'elle vivrait de pain et d'eau plutôt que de déchoir. Dès lors, elle n'avait plus eu qu'une pensée, se tenir debout à son rang, marier sa fille à un homme d'égale noblesse, faire de son fils un soldat. Ferdinand lui avait causé d'abord de mortelles inquiétudes, à la suite de quelques folies de jeunesse, des dettes qu'il fallut payer. Mais, averti de leur situation en un solennel entretien, il n'avait pas recommencé, cœur tendre au fond, simplement oisif et nul, écarté de tout emploi, sans place possible dans la société contemporaine. Maintenant, soldat du pape, il était toujours pour elle une cause d'angoisse secrète, car il manquait de santé, délicat sous son apparence fière,
de sang épuisé et pauvre, ce qui lui rendait le climat de Rome dangereux. Quant au mariage d'Alice, il tardait tellement que la triste mère en avait les yeux pleins de larmes, quand elle la regardait, vieillie déjà, se flétrissant à attendre. Avec son air d'insignifiance mélancolique, elle n'était point sotte, elle aspirait ardemment à la vie, à un homme qui l'aurait aimée, à du bonheur. Mais ne voulant pas désoler davantage la maison, elle feignait d'avoir renoncé à tout, plaisantant le mariage, disant qu'elle avait la vocation d'être vieille fille. Et, la nuit, elle sanglotait dans son oreiller. Elle croyait mourir de la douleur d'être seule. La comtesse, par ses miracles d'avarice, était pourtant arrivée à mettre de côté 20 000 francs, toute la dot d'Alice. Elle avait également sauvé du naufrage quelques bijoux, un bracelet, des bagues, des boucles d'oreilles, qu'on pouvait estimer à une dizaine de 1000 francs. Dot bien maigre, corbeille de noces dont elle n'osait même parler, à peine de quoi faire face aux dépenses immédiates, si l'épouseur attendu se présentait. Et cependant, elle ne voulait pas désespérer, luttant quand même, n'abandonnant pas un des privilèges de sa naissance, toujours aussi haute et de fortune convenable, incapable de sortir à pied et de retrancher un entremets un soir de réception, mais rognant sur sa vie cachée, se condamnant à des semaines de pommes de terre sans beurre pour ajouter 50 francs à la dot éternellement insuffisante de sa fille. C'était un douloureux et puéril héroïsme quotidien, tandis que, chaque jour, la maison croulait un peu plus sur leur tête. Cependant, jusque-là, Madame Caroline n'avait point eu l'occasion de parler à la comtesse et à sa fille. Elle finissait par connaître les détails les plus intimes de leur vie, ceux qu'elle croyait cachés au monde entier, et il n'y avait eu encore entre elles que des échanges de regards, ces regards qui se tournent dans une brusque sensation de sympathie derrière soi. La princesse d'Orvieto devait les rapprocher. Elle avait eu l'idée de créer, pour son œuvre du travail, une sorte de commission de surveillance composée de 10 dames qui se réunissaient 2 fois par mois, visitaient l'œuvre en détail, contrôlaient tous les services. Comme elle s'était réservée de choisir elle-même ces dames, elle avait désigné parmi les premières Madame de Beauvilliers, une de ses grandes amies d'autrefois, devenue simplement sa voisine, aujourd'hui qu'elle s'était retirée du monde. Et il était arrivé que, la commission de surveillance ayant brusquement perdu son secrétaire, Saccard, qui gardait la haute main dans l'administration de l'établissement, venait d'avoir l'idée de recommander Madame Caroline, comme un secrétaire modèle qu'on ne trouverait nulle part. En effet, la besogne était assez pénible, il y avait beaucoup d'écriture, même des soins matériels qui répugnaient un peu à ces dames, et, dès le début, Madame Caroline s'était révélée une hospitalière admirable, que sa maternité inassouvie, son amour désespéré des enfants, enflammaient d'une tendresse active pour tous ces pauvres êtres qu'on tâchait de sauver du ruisseau parisien. Donc, à la dernière séance de la commission, elle s'était rencontrée avec la comtesse de Beauvilliers, mais celle-ci ne lui avait adressé qu'un salut un peu froid, cachant sa secrète gêne, ayant sans doute la sensation qu'elle avait en elle un témoin de sa misère. Toutes deux maintenant se saluaient, chaque fois que leurs yeux se rencontraient, et qu'il y aurait eu une trop grosse impolitesse à feindre de ne pas se reconnaître. Un jour, dans le grand cabinet, pendant qu'Amelin rectifiait un plan d'après de nouveaux calculs, et que Saccard, debout, suivait son travail, Madame Caroline, devant la fenêtre, comme à son habitude, regardait la comtesse et sa fille faire leur tour de jardin. Ce matin-là, elle leur voyait, aux pieds, des savates qu'une chiffonnière n'aurait pas ramassées contre une borne. « Ah, les pauvres femmes !» murmura-t-elle. « Que cela doit être terrible, cette comédie du luxe qu'elles se croient forcées de jouer !» Et elle se reculait, se cachait derrière le rideau de vitrage, de peur que la mère ne l'aperçût et ne souffrît davantage d'être ainsi guettée. Elle-même s'était apaisée depuis 3 semaines qu'elle s'oubliait, chaque matin, à cette fenêtre. Le grand chagrin de son abandon s'endormait. Il semblait que la vue du désastre des autres lui fît accepter plus courageusement le sien, cet écroulement qu'elle avait cru être celui de toute sa vie. De nouveau, elle se surprenait à rire. Un instant encore, elle suivit les 2 femmes dans le jardin vert de mousse, d'un air de profonde songerie. Puis, se retournant vers Saccard, vivement, « Dites-moi donc pourquoi je ne peux pas être triste. »
Non, ça ne dure pas, ça n'a jamais duré. Je ne peux pas être triste, quoi qu'il m'arrive. Est-ce de l'égoïsme ? Vraiment, je ne crois pas. Ce serait trop vilain. Et d'ailleurs, j'ai beau être gai, j'ai le cœur fendu tout de même au spectacle de la moindre douleur. Arrangez cela. Je suis gai et je pleurerais sur tous les malheureux qui passent si je ne me retenais, comprenant que le moindre morceau de pain ferait bien mieux leur affaire que mes larmes inutiles. En disant cela, elle riait de son beau rire de bravoure, en vaillante qui préférait l'action aux apitoiements bavards. Dieu sait, pourtant, continua-t-elle, si j'ai eu lieu de désespérer de tout. Ah, la chance ne m'a pas gâtée jusqu'ici. Après mon mariage, dans l'enfer où je suis tombée, injuriée, battue, j'ai bien cru qu'il ne me restait qu'à me jeter à l'eau. Je ne m'y suis pas jetée. J'étais vibrante d'allégresse, gonflée d'un espoir immense, 15 jours après, quand je suis partie avec mon frère pour l'Orient. Et lors de notre retour à Paris, lorsque tout a failli nous manquer, j'ai eu des nuits abominables, où je nous voyais mourant de faim sur nos beaux projets. Nous ne sommes pas morts. Je me suis remise à rêver des choses énormes, des choses heureuses qui me faisaient rire parfois toute seule. Et dernièrement, quand j'ai reçu ce coup affreux dont je n'ose parler encore, mon cœur a été comme déraciné. Oui, je l'ai positivement senti qui ne battait plus. Je l'ai cru fini, je me suis cru fini, anéanti moi-même. Puis, pas du tout. Voici que l'existence me reprend. Je ris aujourd'hui. Demain, j'espérerai. Je voudrais vivre encore. Vivre toujours. Est-ce extraordinaire de ne pas pouvoir être triste longtemps ? Saccard, qui riait lui aussi, haussa les épaules. Bah, vous êtes comme tout le monde. C'est l'existence, ça. Croyez-vous ? S'écria-t-elle, étonnée. Il me semble, à moi, qu'il y a des gens si tristes, qui ne sont jamais gais, qui se rendent la vie impossible, tellement ils se la peignent en noir. Oh, ce n'est pas que je m'abuse sur la douceur et la beauté qu'elle offre. Elle a été trop dure, je l'ai trop vue de près, partout et librement. Elle est exécrable quand elle n'est pas ignoble. Mais que voulez-vous ? Je l'aime. Pourquoi ? Je n'en sais rien. Autour de moi, tout a beau péricliter, s'effondrer, je suis quand même, dès le lendemain, gaie et confiante sur les ruines. J'ai pensé souvent que mon cas est, en petit, celui de l'humanité, qui vit, certes, dans une misère affreuse, mais que ragaillardit la jeunesse de chaque génération. À la suite de chacune des crises qui m'abattent, c'est comme une jeunesse nouvelle, un printemps dont les promesses de sève me réchauffent et me relèvent le cœur. Cela est tellement vrai que, après une grosse peine, si je sors dans la rue, au soleil, tout de suite, je me remets à aimer, à espérer, à être heureuse. Et l'âge n'a pas de prise sur moi, j'ai la naïveté de vieillir sans m'en apercevoir. Voyez-vous, j'ai beaucoup trop lu pour une femme. Je ne sais plus du tout où je vais, pas plus, d'ailleurs, que ce vaste monde ne le sait lui-même. Seulement, c'est malgré moi. Il me semble que je vais, que nous allons tous à quelque chose de très bien et de parfaitement gai. Elle finissait par tourner à la plaisanterie, émue pourtant, voulant cacher l'attendrissement de son espoir, tandis que son frère, qui avait levé la tête, la regardait avec une adoration pleine de gratitude. « Oh, toi, déclara-t-il, tu es faite pour les catastrophes, tu es l'amour de la vie. » Dans ces quotidiennes causeries du matin, une fièvre s'était peu à peu déclarée, et si madame Caroline retournait à cette joie naturelle, inhérente à sa santé même, cela provenait du courage que leur apportait Saccard, avec sa flamme active des grandes affaires. C'était chose presque décidée. On allait exploiter le fameux portefeuille. Sous les éclats de sa voix aiguë, tout s'animait, s'exagérait.
D'abord, on mettait la main sur la Méditerranée. On la conquérait par la Compagnie générale des paquebots réunis. Et il énumérait les ports de tous les pays du littoral où l'on créerait des stations. Et il mêlait des souvenirs classiques effacés à son enthousiasme d'agioteur. Célébrant cette mer, la seule que le monde ancien eût connue, cette mer bleue autour de laquelle la civilisation a fleuri, dont les flots ont baigné les antiques villes, Athènes, Rome, Tyr, Alexandrie, Carthage, Marseille, toutes celles qui ont fait l'Europe. Puis, lorsqu'on s'était assuré ce vaste chemin de l'Orient, on débutait là-bas, en Syrie, par la petite affaire de la Société des mines d'argent du Carmel. Rien que quelques millions à gagner en passant, mais un excellent lançage, car cette idée d'une mine d'argent, de l'argent trouvé dans la terre, ramassé à la pelle, était toujours passionnante pour le public, surtout quand on pouvait y accrocher l'enseigne d'un nom prodigieux et retentissant comme celui du Carmel. Il y avait aussi là-bas des mines de charbon, du charbon à fleur de roche, qui vaudrait de l'or lorsque le pays se couvrirait d'usines, sans compter les autres menues entreprises qui serviraient d'entracte, des créations de banques, des syndicats pour les industries florissantes, une exploitation des vastes forêts du Liban, dont les arbres géants pourrissent sur place, faute de route. Enfin, il arrivait au gros morceau, à la Compagnie des chemins de fer d'Orient, et là, il délirait, car ce réseau de lignes ferrées, jeté d'un bout à l'autre sur l'Asie mineure, comme un filet, c'était pour lui la spéculation, la vie de l'argent, prenant d'un coup ce vieux monde, ainsi qu'une proie nouvelle, encore intacte, d'une richesse incalculable, cachée sous l'ignorance et la crasse des siècles. Il en flairait le trésor, il hennissait comme un cheval de guerre, à l'odeur de la bataille. Madame Caroline, d'un bon sens si solide, très réfractaire d'habitude aux imaginations trop chaudes, se laissait pourtant aller à cet enthousiasme, n'en voyait plus nettement l'outrance. À la vérité, cela caressait en elle sa tendresse pour l'Orient, son regret de cet admirable pays où elle s'était crue heureuse. Et sans calcul, par un contre-effet logique, c'était elle, ses descriptions colorées, ses renseignements débordants, qui fouettaient de plus en plus la fièvre de Saqqara. Quand elle parlait de Beyrouth, où elle avait habité 3 ans, elle ne tarissait pas. Beyrouth, au pied du Liban, sur sa langue de terre, entre des grèves de sable rouge et des écroulements de rochers. Beyrouth, avec ses maisons en amphithéâtre, au milieu de vastes jardins, un paradis délicieux planté d'orangers, de citronniers et de palmiers. Puis, c'étaient toutes les villes de la côte, au nord Antioche, déchue de sa splendeur, au sud Saïda, l'ancienne Sidon, Saint-Jean d'Acre, Jaffa et Tyr, la Sour actuelle, qui les résume toutes. Tyr, dont les marchands étaient des rois, dont les marins avaient fait le tour de l'Afrique et qui, aujourd'hui, avec son port comblé par les sables, n'est plus qu'un champ de ruines, une poussière de palais, où ne se dressent, misérables et éparses, que quelques cabanes de pêcheurs. Elle avait accompagné son frère partout, elle connaissait Alep, Angora, Brousse, Smyrne, jusqu'à Trébizonde. Elle avait vécu 1 mois à Jérusalem, endormie dans le trafic des lieux saints, puis 2 autres mois à Damas, la reine de l'Orient, au centre de sa vaste plaine, la ville commerçante et industrielle dont les caravanes de la Mecque et de Bagdad font un centre grouillant de foule. Elle connaissait aussi les vallées et les montagnes, les villages des Maronites et des Druzes, perchés sur les plateaux, perdus au fond des gorges, les champs cultivés et les champs stériles. Et, des moindres coins, des déserts muets comme des grandes villes, elle avait rapporté la même admiration pour l'inépuisable, la luxuriante nature, la même colère contre les hommes stupides et mauvais. Que de richesses naturelles, dédaignées ou gâchées! Elle disait les charges qui écrasent le commerce et l'industrie, cette loi imbécile qui empêche de consacrer les capitaux à l'agriculture au-delà d'un certain chiffre, et la routine qui laisse aux mains du paysan la charrue dont on se servait avant Jésus-Christ, et l'ignorance où croupissent encore de nos jours ces millions d'hommes, pareils à des enfants idiots arrêtés dans leur croissance. Autrefois, la côte se trouvait trop petite, les villes se touchaient.
Maintenant, la vie s'en est allée vers l'Occident, il semble qu'on traverse un immense cimetière abandonné. Pas d'école, pas de route, le pire des gouvernements, la justice vendue, un personnel administratif exécrable, des impôts trop lourds, des lois absurdes, la paresse, le fanatisme, sans compter les continuelles secousses des guerres civiles, des massacres qui emportent des villages entiers. Alors elle se fâchait. Elle demandait s'il était permis de gâter ainsi l'œuvre de la nature, une terre bénie, d'un charme exquis, où tous les climats se retrouvaient, les plaines ardentes, les flancs tempérés des montagnes, les neiges éternelles des hauts sommets. Et son amour de la vie, sa vivace espérance, la faisait se passionner, à l'idée du coup de baguette tout-puissant dont la science et la spéculation pouvaient frapper cette vieille terre endormie pour la réveiller. « Tenez !» criait Saccard, « cette gorge du Carmel que vous avez dessinée là, où il n'y a que des pierres et des lentisques, eh bien, dès que la mine d'argent sera en exploitation, il y poussera d'abord un village, puis une ville. Et tous ces ports encombrés de sable, nous les nettoierons, nous les protégerons de fortes jetées. Des navires de haut bord stationneront où des barques n'osent s'amarrer aujourd'hui. Et, dans ces plaines dépeuplées, ces cols déserts que nos lignes ferrées traverseront, vous verrez toute une résurrection. Oui, les champs se défricher, des routes et des canaux s'établir, des cités nouvelles sortir du sol, la vie enfin revenir comme elle revient à un corps malade, lorsque, dans les veines appauvries, on active la circulation d'un sang nouveau. Oui, l'argent fera ses prodiges. Et, devant l'évocation de cette voix perçante, Madame Caroline voyait réellement se lever la civilisation prédite. Ces épures sèches, ces tracés linéaires s'animaient, se peuplaient. C'était le rêve qu'elle avait fait, parfois, d'un Orient débarbouillé de sa crasse, tiré de son ignorance, jouissant du sol fertile, du ciel charmant, avec tous les raffinements de la science. Déjà, elle avait assisté au miracle, ce port saïd qui, en si peu d'années, venait de pousser sur une plage nue, d'abord des cabanes pour abriter les quelques ouvriers de la première heure, puis la cité de 2000 âmes, la cité de 10 000 âmes, des maisons, des magasins immenses, une jetée gigantesque, de la vie et du bien-être créés avec entêtement par les fourmis humaines. Et c'était bien cela qu'elle voyait se dresser de nouveau, la marche en avant, irrésistible, la poussée sociale qui se rue au plus de bonheur possible, le besoin d'agir, d'aller devant soi, sans savoir au juste où l'on va, mais d'aller plus à l'aise, dans des conditions meilleures. Et le globe bouleversé par la fourmilière qui refait sa maison, et le continuel travail, de nouvelles jouissances conquises, le pouvoir de l'homme décuplé, la terre lui appartenant chaque jour davantage. L'argent, aidant la science, faisait le progrès. Hamelin, qui écoutait en souriant, avait eu alors un mot sage. Tout cela, c'est la poésie des résultats, et nous n'en sommes pas même à la prose de la mise en œuvre. Mais Saccard ne s'échauffait que par l'outrance de ses conceptions, et ce fut pis. Le jour où, s'étant mis à lire des livres sur l'Orient, il ouvrit une histoire de l'expédition d'Égypte. Déjà, le souvenir des croisades le hantait, ce retour de l'Occident vers l'Orient, son berceau, ce grand mouvement qui avait ramené l'extrême Europe au pays d'origine, en pleine floraison encore, et où il y avait tant à apprendre. Seulement, la haute figure de Napoléon le frappa davantage, allant guerroyer là-bas, dans un but grandiose et mystérieux. S'il parlait de conquérir l'Égypte, d'y installer un établissement français, de donner ainsi à la France le commerce du Levant, il ne disait certainement pas tout, et Saccard voulait voir, dans le côté de l'expédition qui est resté vague et énigmatique, il ne savait au juste quel projet de colossale ambition, un immense empire reconstruit, Napoléon couronné à Constantinople, empereur d'Orient et des Indes, réalisant le rêve d'Alexandre, plus grand que César et Charlemagne. Ne disait-il pas à Sainte-Hélène, en parlant de Sidney, le général anglais qu'il avait arrêté devant Saint-Jean-d'Acre, « Cet homme m'a fait manquer ma fortune ». Et ce que les croisades avaient tenté, ce que Napoléon n'avait pu accomplir, c'était cette pensée gigantesque de la conquête de l'Orient qui enflammait Saccard, mais une conquête raisonnée, réalisée par la double force de la science et de l'argent. Puisque la civilisation était allée de l'Est à l'Ouest,
Pourquoi donc ne reviendrait-elle pas vers l'Est, retournant au premier jardin de l'humanité, à cet Éden de la presqu'île hindoustanique qui dormait dans la fatigue des siècles? Ce serait une nouvelle jeunesse. Il galvanisait le paradis terrestre, le refaisait habitable par la vapeur et l'électricité, replaçait l'Asie mineure comme centre du vieux monde, comme point de croisement des grands chemins naturels qui relient les continents. Ce n'étaient plus des millions à gagner, mais des milliards et des milliards. Dès lors, chaque matin, Hamelin et lui eurent de longues conférences. Si l'espoir était vaste, les difficultés se présentaient, nombreuses, énormes. L'ingénieur, qui justement était à Beyrouth en 1862, pendant l'horrible boucherie que les Druzes firent des chrétiens maronites et qui nécessita l'intervention de la France, ne cachait pas les obstacles qu'on rencontrerait parmi ces populations en continuelle bataille, livrées au bon plaisir des autorités locales. Seulement, il avait, à Constantinople, de puissantes relations. Il s'était assuré l'appui du grand vizir, Fuad Pacha, homme de réel mérite, partisan déclaré des réformes, et il se flattait d'obtenir de lui toutes les concessions nécessaires. D'autre part, bien qu'il prophétisât la banqueroute fatale de l'Empire ottoman, il voyait plutôt une circonstance favorable dans ce besoin effréné d'argent, ces emprunts qui se suivaient d'année en année. Un gouvernement besogneux, s'il n'offre pas de garantie personnelle, est tout prêt à s'entendre avec les entreprises particulières, dès qu'il y trouve le moindre bénéfice. Et n'était-ce pas une manière pratique de trancher l'éternelle et encombrante question d'Orient en intéressant l'Empire à de grands travaux civilisateurs, en l'amenant au progrès, pour qu'il ne fût plus cette monstrueuse borne plantée entre l'Europe et l'Asie? Quel beau rôle patriotique jouerait là des compagnies françaises? Puis, un matin, tranquillement, Hamelin aborda le programme secret auquel il faisait parfois allusion, ce qu'il appelait, en souriant, le couronnement de l'édifice. Alors, quand nous serons les maîtres, nous referons le royaume de Palestine, et nous y mettrons le pape. D'abord, on pourra se contenter de Jérusalem, avec Jaffa comme port de mer. Puis, la Syrie sera déclarée indépendante, et on la joindra. Vous savez que les temps sont proches où la papauté ne pourra rester dans Rome, sous les révoltantes humiliations qu'on lui prépare. C'est pour ce jour-là qu'il nous faudra être prêts. Saccard, béant, l'écoutait dire ces choses d'une voix simple, avec sa foi profonde de catholique. Lui-même ne reculait pas devant les imaginations extravagantes, mais jamais il ne serait allé jusqu'à celle-ci. Cet homme de science, d'apparence si froide, le stupéfiait. Il cria « C'est fou, la porte ne donnera pas Jérusalem !»« Oh, pourquoi ?» reprit paisiblement Hamelin. « Elle a tant besoin d'argent. Jérusalem l'ennuie. Ce sera un bon débarras. Souvent, elle ne sait quel parti prendre entre les diverses communions qui se disputent la possession des sanctuaires. D'ailleurs, le pape aurait en Syrie un véritable appui parmi les maronites, car vous n'ignorez pas qu'il a installé à Rome un collège pour leurs prêtres. Enfin, j'ai bien réfléchi, j'ai tout prévu, et ce sera l'ère nouvelle, l'ère triomphale du catholicisme. Peut-être dira-t-on que c'est aller trop loin, que le pape se trouvera comme séparé, désintéressé des affaires de l'Europe. Mais de quel éclat, de quelle autorité ne rayonnera-t-il pas lorsqu'il trônera au lieu saint? Parlant au nom du Christ, de la terre sacrée où le Christ a parlé. C'est là qu'est son patrimoine, c'est là que doit être son royaume. Et, soyez tranquilles, nous le ferons puissant et solide, ce royaume. Nous le mettrons à l'abri des perturbations politiques en basant son budget avec la garantie des ressources du pays sur une vaste banque dont les catholiques du monde entier se disputeront les actions. Saccard, qui s'était mis à sourire, déjà séduit par l'énormité du projet, sans être convaincu, ne put s'empêcher de baptiser cette banque dans un cri joyeux de trouvailles. « Le trésor du Saint-Sépulcre, hein ? Superbe, l'affaire est là !» Mais il rencontra le regard raisonnable de madame Caroline, qui souriait, elle aussi, sceptique, un peu fâchée même, et il eut honte de son enthousiasme. « N'importe, mon cher Hamelin, nous ferons bien de tenir secret ce couronnement de l'édifice, comme vous dites. On se moquerait de nous.
Et puis, notre programme est déjà terriblement chargé. Il est bon d'en réserver les conséquences extrêmes, la fin glorieuse, aux seuls initiés. Sans doute, telle a toujours été mon intention, déclara l'ingénieur. Ceci sera le mystère. Et ce fut sur ce mot, ce jour-là, que l'exploitation du portefeuille, la mise en œuvre de toute l'énorme série des projets fut définitivement résolue. On commencerait par créer une modeste maison de crédit pour lancer les premières affaires. Puis, le succès aidant, peu à peu, on se rendrait maître du marché, on conquerrait le monde. Le lendemain, comme Saccard était monté chez la princesse d'Orvieto pour prendre un ordre au sujet de l'œuvre du travail, le souvenir lui revint du rêve qu'il avait caressé un moment d'être le prince époux de cette reine de l'aumône, simple dispensateur et administrateur de la fortune des pauvres. Et il sourit, car il trouvait cela un peu niais à cette heure. Il était bâti pour faire de la vie et non pour panser les blessures que la vie a faites. Enfin, il allait se retrouver sur son chantier, en plein dans la bataille des intérêts, dans cette course au bonheur qui a été la marche même de l'humanité, de siècle en siècle, vers plus de joie et plus de lumière. Ce même jour, il trouva madame Caroline seule dans le cabinet aux épures. Elle était debout devant une des fenêtres, retenue là par une apparition de la comtesse de Beauvilliers et de sa fille, dans le jardin voisin, à une heure inaccoutumée. Les deux femmes lisaient une lettre d'un air de grande tristesse, sans doute une lettre du fils, de Ferdinand, dont la situation ne devait pas être brillante à Rome. « Regardez, dit madame Caroline, en reconnaissant Saccard. Encore quelques chagrins pour ces malheureuses. Les pauvresses, dans la rue, me font moins de peine. »« Bah, s'écria-t-il gaiement, vous les prierez de venir me voir. Nous les enrichirons, elles aussi, puisque nous allons faire la fortune de tout le monde. » Et, dans sa fièvre heureuse, il chercha ses lèvres pour les baiser. Mais, d'un mouvement brusque, elle avait retiré la tête, devenue grave et pâlie d'un involontaire malaise. « Non, je vous en prie. » C'était la première fois qu'il tentait de la reprendre, depuis qu'elle s'était abandonnée à lui dans une minute de complète inconscience. Les affaires sérieuses arrangées, il pensait à sa bonne fortune, voulant aussi, de ce côté, régler la situation. Ce vif mouvement de recul l'étonna. « Bien vrai, cela vous ferait de la peine ?»« Oui, beaucoup de peine. » Elle se calmait, elle souriait à son tour. « D'ailleurs, avouez que vous-même n'y tenez guère. »« Oh, moi, je vous adore. »« Non, ne dites pas ça. Vous allez être si occupé. Et puis, je vous assure que je suis prête à avoir de la vraie amitié pour vous, si vous êtes l'homme actif que je crois, et si vous faites toutes les grandes choses que vous dites. Voyons, c'est bien meilleur, l'amitié. » Il l'écoutait, souriant toujours, gêné et combattu pourtant. Elle le refusait. C'était ridicule de ne l'avoir eu qu'une fois, par surprise. Mais sa vanité seule en souffrait. « Alors, ami seulement ? » ?»« Oui, je serai votre camarade. Je vous aiderai. Amis, grands amis. » Elle tendit les joues et, conquis, trouvant qu'elle avait raison, il y posa 2 gros baisers.